Les feux de la contestation s'allument autour de la planète à un rythme qui semble s'accélérer. Un exemple récent, à leur tour, les Libanais sont dans la rue. 2 millions d'habitants mobilisés contre le pouvoir dans un pays qui en compte 6. Nous en avons marre de la situation dégradante et dégoûtante. Nous n'avons pas de travail, pas d'électricité, pas d'eau et pas de retraite. Nous avons terminé nos études et nous ne voulons pas quitter notre pays pour travailler à l'étranger. Nous venons ici pour dire que nous ne voulons pas que ces milices issues de la guerre civile nous gouvernent. Ils nous volent et nous n'avons plus besoin d'eux pour nous gouverner. Ils nous mentent et la génération qui est ici n'a pas vécu la guerre civile. Ce gouvernement n'a travaillé qu'à nous diviser en confessions, régions, partis, ainsi qu'à nous appauvrir. Les citoyens doivent retrouver leur dignité. C'est pourquoi nous ne quitterons pas les rues sans faire tomber le régime. Les Libanais sont habitués à faire avec, sans État. Alors pourquoi cette colère éclate maintenant, Rosa ? Alors il y a eu cette étincelle de la volonté de taxer les appels passés via les messageries Internet. En même temps, ça n'a été qu'une étincelle puisque le projet a été retiré très immédiatement. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un malaise social profond. 30 ans après la fin de la guerre civile, voilà un pays où beaucoup se sont enrichis, des fortunes insolentes ont été bâties sur la promotion immobilière, à Beyrouth notamment. Et en même temps, on a des infrastructures, des services publics qui sont dans un état de total délabrement. La crise des poubelles en 2015, coupure d'eau et d'électricité, le quotidien est compliqué. Le quotidien est très difficile, il y a un chômage de masse qui frappe la jeunesse, donc il y a à la fois tous ces maux économiques et puis je crois que les manifestants interrogés dans votre reportage le disent, il y a aussi cette scène politique construite sur le confessionnalisme et il y a un rejet très fort aussi de cette façon de fonctionner. Les gens manifestent en disant nous ne sommes ni chrétiens, ni chiites, ni sunnites, nous sommes tous confrontés aux mêmes politiques. Et justement, sur cette question du confessionnalisme, est-ce qu'il n'y a pas un tabou qui est en train de sauter en ce moment au Liban, Sarah ? Oui, il y a un tabou qui est en train de sauter. Et puis la jeune fille le disait aussi dans votre reportage, je pense qu'elle n'a pas vécu la guerre civile. Donc ça, c'est un peu comme en Algérie. C'est une nouvelle génération qui se sent plus tributaire de ces anciens, de cet ancien confessionnalisme et aussi de ce tabou qu'il y avait à ne pas s'insurger parce qu'on sortait d'une telle violence. Et voilà, elle doit plus reconnaître cet ordre des choses qui a été institué par les accords de Taïf. Et donc maintenant, c'est assez beau de voir au Liban que les chiites et les sunnites de Tripoli rejoignent les chiites, que les chiites aussi du sud osent pour la première fois lutter contre, alors pas vraiment le Hezbollah, mais en tout cas le mouvement de Berry. Enfin, c'est quand même aussi très... Il y a des critiques qui apparaissent, en tout cas. Voilà, et là, on voit aussi, et ça c'est commun à beaucoup des révoltes auxquelles on assiste en ce moment, un ras-le-bol des élites qui s'enrichissent, voilà, la femme de Berry qui taxe, et puis les fortunes insolentes, notamment celle du Premier ministre, d'Hariri. Lundi, le Premier ministre Saad Hariri, vous en parlez justement, a annoncé une série de réformes économiques d'urgence. C'était évidemment pour essayer de calmer un peu cette contestation. Pas d'impôts supplémentaires pour la population, baisse de 50% des salaires du président et des ex-présidents, des ministres et des députés, nouvelle taxe sur les banques. Et pourtant, ça n'a pas suffi. On a l'impression d'autorités politiques un peu en panique. D'abord, il y a un arrière-plan qui est extrêmement difficile, c'est le délabrement économique du Liban. Et le délabrement économique du Liban, on ne peut pas le dissocier de la situation en Syrie, de la guerre qui est à ses portes, de l'afflux de réfugiés. Autrement dit, on est sur une structure économique et sociale extrêmement fragilisée et qui n'a cessé de se fragiliser ces dernières années. Et là-dessus vient s'ajouter, traditionnellement, vous l'avez dit, un État libanais dont les gens, au fond, s'étaient accommodés de l'absence. Sauf qu'on peut s'accommoder de l'absence d'un État quand les choses vont un peu près bien, mais quand ça va mal et qu'on a besoin de cet État et qu'il ne répond pas présent, là, à ce moment-là, ça craque. J'ajoute pour Saïd Hariri, le Premier ministre, qu'il y a eu en plus des gestes extrêmement malencontreux. On pense notamment à cette somme d'argent assez importante qu'il a donnée à un mannequin sud-africain, bref, à une jolie femme avec qui il avait sans doute envie de partager quelques moments. On parle de plus de dizaines de milliers de dollars. Vous imaginez que devant une telle nouvelle, l'opinion publique ne peut qu'entrer en éruption. Rosa ? Je crois que le rejet de la corruption, c'est un phénomène
extrêmement fort. On le retrouve au Liban, on le retrouve ailleurs où se déroulent des soulèvements populaires. Et dans le cas du Liban, ça prend des proportions folles. Il y a une blague comme ça qui circule au Liban, c'est vous pouvez repérer sur Google Maps des tronçons autoroutiers et pourtant ils n'existent pas. Les contrats ont été effectivement signés. Où est passé l'argent? Donc ce ras-le-bol de la corruption, je crois que c'est un phénomène très important dans les soulèvements populaires en cours au Liban, dans la région et ailleurs dans le monde. Le Liban doit, je reviens un peu sur ce que vous disiez, Richard, le Liban doit son fragile équilibre pour une très grande partie à l'aide américaine. Or, on vient de voir que les Américains viennent de lâcher en Syrie voisine les Kurdes. Vous vous trouviez à la frontière il n'y a pas très longtemps, alors vous n'étiez pas au Liban, mais est-ce que vous pensez que ça a pu jouer? Est-ce que ça a pu créer un émoi aussi au Liban? Est-ce que cette situation géopolitique dans ce Liban, qui est un tout petit pays, ça peut jouer aussi? Je pense pas vraiment, parce que je pense pas que les Américains là soient prêts à se désengager financièrement du Liban, en tout cas pas tout de suite. Non, je crois pas. En revanche, il faut souligner quand même le danger qui est inhérent à cette situation, parce qu'on l'a vu en Irak notamment, où l'Iran n'a pas du tout envie ni d'un Irak ni d'un Liban déstabilisé en ce moment, alors qu'ils sont en pleine guerre avec les Américains et avec l'Arabie saoudite. Donc on a vu que maintenant en Irak, les gens qui tiraient sur la foule étaient des milices pro-iraniennes. Et on se demande, et là Nasrallah, donc le leader du Hezbollah, est aussi très empêtré, parce que le Hezbollah s'est toujours posé comme un parti anti-système. Et là, il est en train d'essayer d'apaiser les choses et de conforter le système. Donc comment il va s'en sortir dans c'est très intéressant là, de regarder ce que va faire le Hezbollah. Pour terminer sur cet aspect plus géopolitique, avant de vous passer la parole, Louis, est-ce que l'Arabie saoudite joue un rôle dans ce qui se passe au Liban? C'est ce qu'on peut lire sur Twitter ou dans tous les pays, dans tous les pays de la région, on peut soupçonner ça. On peut soupçonner ça en Irak, mais plus globalement, je ne sais pas s'ils mettent un peu d'huile sur le feu, etc. Mais en tout cas, plus globalement, c'est quand même un grand mouvement populaire, sans leader, comme ce qu'on voit. Et surtout, moi, je dirais anticapitaliste aussi. C'est-à-dire qu'on sent que c'est la fin d'un modèle, c'est la fin d'un système. Au Chili, où il y a une grande révolte aussi. On va y venir dans un instant, effectivement, voir quels sont les points communs. Louis, vous vouliez intervenir? Oui, je voulais dire que le Liban est quand même un pays de la francophonie, qu'il faut quand même le relever également, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une période où on a vu que les grosses fortunes ont continué de s'enrichir énormément de façon générale dans le monde, et que la pauvreté a fait son lit. La base pyramidale aujourd'hui de notre société, qu'on soit au Liban, en France, au Cameroun ou ailleurs, c'est une base dans laquelle on a beaucoup de pauvres à la base et très peu de riches au sommet qui continuent de s'enrichir. Donc ça a généré les gilets jaunes en France, ça a généré les printemps dans d'autres pays et l'austérité. On a tous envie d'avancer. Un dernier mot quand même, pour le Liban, Richard, un dernier mot sur le Liban, puis on va avancer, on va effectivement élargir un peu. Oui, alors moi je ne suis pas si sûr qu'il y a une défiance générale envers le capitalisme au Liban. Je crois plutôt que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui défilent et qui protestent, qui voudraient avoir un emploi d'une manière ou d'une autre, soit un commerce, soit autre chose. Or, tout est bloqué, tout est tenu par quelques familles. Donc moi, je le perçois plutôt différemment. Il y a une forme, je dirais, de libéralisme exacerbé dans cette foule qui demande à pouvoir s'assumer elle-même, à pouvoir faire quelque chose alors qu'on le lui interdit, parce qu'encore une fois, tout est corseté, soit par les communautés religieuses, soit par les grandes familles, soit éventuellement par les prébendes d'un État qui, en plus, ne rend aucun service. Moi, je partage vraiment ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on est quand même dans le rejet de toutes les réformes néolibérales qui ont eu lieu au Liban sous Rafik Hariri, déjà à l'époque, le tournant des années 90, des politiques de dérégulation, des politiques de déréglementation, et c'est le modèle économique qui s'est mis en place, y compris avec l'appui de l'Arabie saoudite, puisqu'elle a des intérêts économiques très importants au Liban. C'est ce modèle-là aujourd'hui qui ne répond plus aux besoins sociaux, qui ne répond plus aux besoins de services publics, de création d'emplois, qui est aujourd'hui mis en cause, encore une fois, pas seulement au Liban, mais ailleurs dans la région. En Irak, dont vous rentrez, Sarah, vous étiez en reportage là-bas. On a vu qu'en début de mois, il y a eu un soulèvement, il a été violemment réprimé, près de 200 morts, plus de 6000 blessés. Ça recommence, ça a repris hier jeudi soir et en ce moment on se parle. C'est parti pour durer en Irak ?
Ah oui, on sent vraiment une vague de fond. Il y a un ras-le-bol de toutes les instances du régime et aussi en particulier, ce qui est très surprenant, même des mollahs. Moi, j'étais en particulier dans le sud du pays, enfin entre Nadjaf et Karbala, et on sent qu'ils commencent sur toutes ces autorités, sur tous ces points de repère qui sont perçus comme s'enrichissant, comme détournant l'argent du peuple, et aussi on sent, ça c'est très très remarquable, un grand antagonisme vis-à-vis de l'Iran, qui accaparerait des richesses, qui tirerait aussi de l'argent à lui, et puis aussi qui entraînerait l'Irak dans une guerre qui n'est pas la sienne contre les États-Unis. On entendait le slogan tout à l'heure, le peuple réclame la chute du régime, c'est ce que chantent les Libanais, c'est un des slogans des printemps arabes. Là on parle du Liban, de l'Algérie, de l'Irak, de l'Égypte. Est-ce qu'on assiste à une résurgence des printemps arabes, Louis ? Moi, je voudrais déjà dire que ce que le Liban vit n'est pas tout à fait nouveau. Prenez par exemple ce qui s'est passé avec l'Union soviétique quand elle a implosé. C'était la même chose. Il y a eu beaucoup d'oligarques qui se sont immensément enrichis. Pour avancer, pardonnez-moi Louis, sur ces printemps arabes, est-ce que vous pensez qu'il y a une résurgence en ce moment ? Est-ce que c'est ça qu'on voit en ce moment ? Je ne pense pas que ce soit lié à cela. C'est vraiment la vie chère qui pose un problème. Le fait que les gens aujourd'hui n'ont plus cette sécurité matérielle qui leur permettrait de sortir d'un cycle de violence qui est dû à un système économique beaucoup trop contraignant et marginalisant pour une grande partie. Réagir parce que je vous ai vu de glaciation après les épilogues de ce qu'on a appelé les printemps arabes, avec le retour de la dictature en Égypte, le chaos libyen, la guerre en Syrie. Tout ça avait un peu gelé ces mouvements qui travaillent les sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient, et qu'on assiste aujourd'hui à un dégel et qu'un nouveau cycle s'ouvre, peut-être avec des revendications qui sont à la fois portant sur les libertés et la démocratie, comme dans le cycle qui s'est ouvert après 2011, mais avec un retour aussi très fort de la question sociale et des enjeux économiques. Je crois qu'effectivement, on est à la fois dans la suite et puis dans quelque chose d'autre aussi, dans un nouveau cycle qui s'ouvre. Alors, c'est quoi ce nouveau cycle qui s'ouvre, si on part dans l'idée que... Je pense que vraiment, oui, Richard n'était pas d'accord avec moi, mais il y a un grand rejet d'un système capitalistique qui est périmé. Quand vous voyez le mouvement au Chili, donc voilà, une augmentation de quelques pesos du ticket de métro et la rue s'embrase, mais il faut rappeler ce que c'est que le Chili, avec un pays qui est, je crois, le deuxième le plus inégalitaire, où les impôts, où en fait c'est moins égalitaire encore une fois que l'impôt a été prélevé, et qui était aussi finalement le symbole, le laboratoire de l'école de Chicago ultralibérale américaine. Voilà, donc je pense que les gens en ont assez quand on voit les Google, les GAFA qui ne payent pas d'impôts, quand on voit tous les diktats du FMI, quand on voit que même les crises qu'on a dénoncées, la crise de 2008 aux États-Unis, et que ça n'a rien changé sur le système bancaire, je pense que le système est à bout de souffle, que tout le monde le perçoit, et qu'il y a maintenant un mouvement qui grandit de la France avec les Gilets jaunes jusqu'au Chili. On va faire un rapide tour du monde, et puis je vous laisserai répondre ensuite, Richard. Tour du monde de la contestation. Ici, c'est une génération qui juge. Elle voit qu'elle aura des retraites qui laisseront les gens dans la faim. L'éducation est de faible qualité. Les enfants n'ont pas de futur dans ce pays. Les gens n'ont plus peur. Nous sommes dans la même situation depuis que nous avons commencé à manifester en février. Le peuple demande à avoir une véritable indépendance, pas seulement une image de l'indépendance. Toutes nos revendications ne sont pas économiques. Nous ne voulons pas des partis. Si parmi nous 100 meurent, la prochaine fois nous serons 1 million. Aucun des manifestants n'appartient à un mouvement religieux ou à un parti.
En Équateur, on a un gouvernement meurtrier envers son peuple. On a un gouvernement qui s'est donné corps et âme au Fonds monétaire international. Ces mesures économiques ne font que continuer à appauvrir les gens, les masses. Diversité de problématiques, mais un point commun, on défie l'État central. Comment vous l'analysez, Richard? Et peut-être en réaction à ce que disait Sarah tout à l'heure. Alors, moi, je veux bien qu'on tricote une pelote anticapitaliste, antilibérale, qui part du Chili, qui passe par l'Équateur, qui arrive à Hong Kong et qui finit par échouer au Liban. Mais franchement, le tricot là, il me paraît quand même assez compliqué. En réalité, il y a une chose que vous dites, c'est-à-dire il y a un vrai rejet du système dans tous ces pays, parce que c'est un système soit perçu comme oppresseur, c'est le cas de Hong Kong, soit perçu comme oppresseur et corrompu, c'est le cas dans d'autres pays, soit perçu comme totalement défaillant. Mais je crois qu'il ne faudrait pas mettre ça sur le compte de l'économie. Tous ces gens, quand même, je le rappelle, veulent du travail, ils sont prêts à ouvrir des commerces, ils souhaiteraient pouvoir le faire. Non, mais c'est l'économie, mais c'est de l'économie capitaliste. Donc je pense qu'il est faux de penser qu'on veut renverser le système capitaliste, mais il y a une vraie impatience colère contre des accapareurs, c'est-à-dire des gens qui ont profité de ce système pour instaurer leur domination. Et au fond, la redistribution n'a pas eu lieu. Ne mélangeons quand même pas tout. Le système aussi, vous parlez de système, le capitalisme. Non, je crois qu'il y a des pays où le capitalisme fonctionne. Il y a des pays où quand même, regardons l'Asie du Sud-Est en général, par exemple, il y a des pays qui ont réussi à émerger en conservant un certain degré de consensus social, et c'est la preuve que c'est ça qui est absolument important. Alors, Louis et Rosa ensuite. Je pense que le problème ici, c'est l'ultralibéralisme. Parce qu'on a l'impression, prenez juste au niveau de l'Europe, comment est-ce qu'on réagit? On a l'impression que les États et les gouvernements se sont affaissés devant les structures technocratiques de l'Union européenne. Et c'est la même chose qui se passe avec les institutions financières internationales ou l'OMC, par exemple. On a l'impression que les dirigeants politiques, non seulement sont corrompus, mais sont incapables de défendre leurs citoyens et leur protection sociale devant tous les organismes qui les écrasent et donc font que non seulement l'État ne crée pas de richesse, mais il ne protège pas le peu de richesse qui est déjà là. Et donc ça, c'est ce modèle-là ultralibéral qui pose problème. C'est pas le libéralisme en soi, c'est qu'après la fin de la guerre froide, le libéralisme a été complètement débridé et n'a laissé aucune chance aux plus faibles qui ne bénéficient plus d'aucune protection, y compris de celle de l'État. Crise de l'ultralibéralisme, oui, comme dit Louis. Si on prend l'exemple du Chili, ce pays-là, ça a été le laboratoire de l'ultralibéralisme. Voilà un pays où tout appartient aux multinationales, où tout a été privatisé, où un système à deux vitesses s'est mis en place dans tous les domaines. Une éducation pour les riches, une éducation pour les pauvres, un système de santé pour les riches, un système de santé pour les pauvres. Et ça, c'est ça que rejettent aujourd'hui les Chiliens. Et effectivement, on est en face d'un système néolibéral qui est en crise, qui creuse les inégalités, qui permet aux plus riches de s'enrichir. Et c'est ceci qui est mis en cause partout. Si on prend par exemple un autre exemple, l'Algérie, ce qui relance aujourd'hui le mouvement, c'est le refus de la loi sur les hydrocarbures, qui est une loi de libéralisation et qui livre les ressources naturelles de l'Algérie aux multinationales. Et les gens n'en veulent pas, ils redescendent à nouveau en masse dans la rue pour contester ce projet-là. Richard. Non, juste à propos de l'Amérique latine, dézoomons un peu. Vous avez deux autres pays qui, à ce que je sache, ne sont pas des modèles d'ultralibéralisme, c'est-à-dire le Brésil avec toutes les années qu'il a connues sous le Parti des travailleurs et l'Argentine péroniste. Ces deux pays sont aussi en crise sociale profonde. Donc franchement, ce n'est pas parce que le système chilien a mal fonctionné, c'est parce qu'il y a un mécontentement généralisé autour d'une perte de consensus social, d'un souci collectif, effectivement, qui pose un réel problème. Là, vous avez raison. Sarah, mais c'est vrai que toutes les situations sont très particulières et que c'est très difficile de vouloir les englober, mais vous nous posez cette question de savoir quelles sont les lignes de force. Peut-être que le plus petit dénominateur commun qu'on pourrait essayer de trouver, c'est le refus d'être humilié aussi pour toute une rue, pour tout un peuple. Alors ça recouvre évidemment le pouvoir d'achat et puis ça recouvre aussi le fait de ne pas être traité par le mépris et de vouloir avoir un mot et qu'on vous écoute et d'avoir un mot dans cette démocratie qui est bafouée à chaque fois. Est-ce qu'on arrive à la fin d'un cycle?
Je pense qu'on arrive à un moment où les gens sont dans une crise de désespoir telle que ça prend plusieurs formes. Au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, ce sont ces exodes massifs qu'on voit dans la traversée à la fois du désert du Sahara puis de la Méditerranée. Il y a eu la Grèce qui a eu le même problème. Et on a le remède qui est donné à chaque fois, ce sont des cures de véritablement, comment je peux appeler ça, d'austérité ultra poussée qui ne rendent pas service. Parce qu'en réalité, ça tue toutes les velléités qu'il pourrait y avoir dans les pays de se protéger. Je cite juste un exemple, mais ça, c'est quelque chose qui viendra. L'Union européenne et l'Afrique, par exemple, sont en train de préparer des accords de partenariat économique pour les 20-50 prochaines années. Ces accords-là, en l'état, sont des accords qui vont empêcher les pays africains d'avoir la protection dont ils ont besoin pour avoir un début d'industrialisation, voire une agriculture et une agro-industrie capable de nourrir leur population. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ça signifie que tous ces tissus-là tombent. Et qui va les écouter après, les soutenir? Les États ne pourront pas le faire, puisqu'il leur a interdit de recruter, il leur a interdit d'investir dans certains secteurs. Et donc, on est dans une phase où l'ultralibéralisme, encore une fois, est le problème. C'est un nouveau cycle qui s'amorce? Oui, moi je crois. Si on revient sur la rive sud de la Méditerranée, on a assisté à l'échec des nationalismes arabes, on a assisté aussi à l'échec de l'islamisme et des modèles politico-religieux, l'échec aussi du néolibéralisme, et je crois qu'on entre dans un cycle où les peuples recherchent une alternative de progrès social, de liberté, de démocratie, parce qu'il y a aussi ce refus des réponses autoritaires à tous ces soulèvements populaires, à ces mouvements sociaux. On voit la violence qui est déployée dans les rues de Santiago du Chili avec l'armée, on voit la répression terrible qui a fait plus d'une centaine de morts en Irak. Il y a aussi le refus de se devenir autoritaire du néolibéralisme. Richard, fin d'un cycle? Début d'une nouvelle ère, peut-être. Alors aussi, faites de quoi? Depuis la chute du mur de Berlin, il est assez logique qu'à un moment donné, il y ait un basculement, d'autant que les conditions économiques sont difficiles. Mais encore une fois, regardons ce qu'il y a devant nous. Et là, on peut vraiment s'inquiéter parce qu'il y a l'impératif de transition écologique. Il va savoir décarboner les économies. Et comment on va faire? Comment toutes ces économies qui fonctionnent au pétrole de pays émergents vont pouvoir se reconvertir dans la situation actuelle? Il ne faut pas se leurrer, cette transition écologique, elle va être extrêmement dure, même si elle recèle un potentiel d'emploi et autres, mais comment changer de modèle? Là, franchement, il y a de quoi paniquer. Je vous laisse le mot de la fin. Comment changer de modèle? Comment changer de modèle? Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait aussi un mouvement générationnel. Il fallait changer tous ces gens qui sont au parti ou qui sont les fils de gens qui étaient au parti pendant très longtemps, notamment au Liban. Et donc, on a assisté à l'émergence d'une nouvelle génération. Je ne veux pas faire votre transition sur le Canada, mais voilà, il y a eu Macron et Trudeau au Canada. Et en fait, comme ils sont finalement les représentants de ce même système, là non plus, ça ne marche pas. Donc, en effet, il va falloir réinventer quelque chose.